Bonjour, bienvenue à tous pour ce Lunch and Learn consacré à la pharmacovigilance et plus particulièrement la pharmacovigilance pour l'industrie. L'industrie a un rôle important tant dans la mise à disposition de nouveaux traitements pour les patients, mais aussi leur suivi grâce aux autorités à travers ces processus de pharmacovigilance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Maître Camille Settel et Madame Anne-Cécile Villemain de la DPM. Donc, je les remercie infiniment pour leur temps, leur participation et leur présence pour vous expliquer les spécificités luxembourgeoises de ce sujet. Alors, un agenda assez light pour nous aujourd'hui, avec une introduction de ma part, l'introduction des deux oratrices et puis un dialogue entre elles sur toutes les spécificités que nous pouvons rencontrer au Luxembourg en matière de pharmacovigilance. Elles devraient échanger pendant une petite heure, au terme de laquelle nous vous reprendrons pour les questions-réponses en direct sur le logiciel Teams. Il faut en moyenne entre 12 et 16 ans pour développer un nouveau médicament. Une molécule sur 10 000 parvient à l'approbation. Ces travaux, tests précliniques, essais cliniques et développement industriel sont strictement encadrés par la loi. Après autorisation de mise sur le marché, le médicament reste sous surveillance continue après sa commercialisation. Ainsi, le rapport bénéfice-risque du produit est évalué en permanence pour prendre notamment la mesure des effets indésirables connus ou nouvellement identifiés. La présentation de ce jour met le focus sur les aspects de pharmacovigilance liés à l'industrie et aux spécificités luxembourgeoises. Avant de vous passer la parole à mes deux interlocutrices, un petit mot sur IML. IML, Innovative Medicines for Luxembourg, représente 61 membres composés de start-up, de petites, de moyennes et de grandes entreprises avec un dénominateur commun, la recherche. Et nous avons une seule et même mission, encourager l'innovation thérapeutique dans les médicaments innovants pour les patients luxembourgeois. Voilà, assez parlé d'IML et focus sur nos deux interlocutrices. Notre première oratrice est le docteur Anne-Cécile Villemain. Docteur en pharmacie et en toxicologie, elle est responsable de la pharmacovigilance au sein de la division de la pharmacie et des médicaments de la direction de la santé au Luxembourg. Anne-Cécile dispose d'une expérience de 17 ans dans le domaine de la pharmacovigilance, du bon usage des produits de santé et de l'information médicale. 12 ans à divers postes dans l'industrie pharmaceutique en France et depuis 5 ans au sein du ministère de la Santé au Luxembourg. Madame Villemain représente également le Luxembourg au niveau européen en tant que membre du PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, à l'international en tant que point focal à l'UMC-WHO, Uppsala Monitoring Center, World Health Organization, Centre national de pharmacovigilance, et au niveau national, elle est membre suppléant de la direction de la santé au conseil scientifique. Franco-luxembourgeoise, Anne-Cécile est la fière maman de 2 petites filles. Et puis alors on ne la présente plus au sein d'IML. Aujourd'hui je reçois aussi Maître Camille Settel. Camille est membre du barreau luxembourgeois. Elle est avocate chez Simon & Simons et depuis peu à la tête du département Healthcare and Life Science. Voilà, on est fini pour mon introduction. Je vous passe la parole et je vous remercie, mesdames. Merci infiniment Sonia de me donner l'opportunité de présenter la pharmacovigilance au Luxembourg du côté des autorités de santé. Donc je suis ravie de présenter aujourd'hui avec Camille Settel pour la partie pour donner une base légale à tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un cadre qui est assez rigide, assez complexe. Et donc, le but aujourd'hui, ça va être de mettre un focus sur les spécificités au Luxembourg. Donc, on ne va pas passer à travers toutes les missions diverses et variées qui incombent aux titulaires d'AMM en matière de pharmacovigilance, mais bien axer la présentation, qui est une sorte de formation, sur les axes spécifiques au Luxembourg. Donc pour introduire ce sujet, je voulais replacer la pharmacovigilance dans le cycle de vie du médicament. Donc Sonia a déjà présenté une slide pour placer la pharmacovigilance. Et ce qui en découle, c'est que finalement, lorsqu'on met un médicament sur le marché, on le met sur le marché une fois qu'il garantit un certain nombre de critères au niveau de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité. Donc le médicament est considéré comme sûr. Néanmoins, au terme des études cliniques, nous avons collecté donc, les données de manière exhaustive, mais sur un nombre de patients qui reste tout de même restreint. Sur des patients qui auront été sélectionnés avec des critères d'inclusion spécifiques sur une durée limitée et donc dans des conditions très contrôlées.
Et donc, quand le médicament arrive dans la vraie vie, c'est quand même autre chose. Et donc, il y a certaines choses qu'on n'aura probablement pas identifiées au cours des essais cliniques, notamment des effets indésirables qui peuvent être rares. Et dans ces conditions de vie réelles, nous savons qu'on aura un plus grand nombre de patients qui seront exposés, avec une population beaucoup plus hétérogène en termes d'âge, de poids, de système immunitaire et autres. Sur des durées qui seront peut-être plus longues et en association avec d'autres médicaments. D'où l'intérêt de la pharmacovigilance. Et donc la pharmacovigilance en post-marketing, les données que nous collectons, ce sont celles qui nous sont notifiées de manière spontanée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi de rappeler cette importance pour stimuler cette notification, parce que sans les notifications par les professionnels de santé, les patients et avec les industriels, nous n'avons pas de données finalement, si nous ne faisons pas une étude. Donc pourquoi la pharmacovigilance est-elle importante ? Parce que le médicament n'est pas un produit comme les autres, qu'il comporte des bénéfices et des risques qui varient d'une personne à l'autre, et que l'importance, c'est que cette balance entre les bénéfices et les risques, elle reste constamment positive. Donc à nous de la surveiller. Et donc j'ai remis la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la pharmacovigilance comme la science et les activités qui ont pour but, d'une part, de surveiller, d'évaluer toutes ces données, de les comprendre, et aussi, et ça c'est un des points à retenir principalement aujourd'hui, c'est de prévenir les effets indésirables, parce que les effets indésirables peuvent être intrinsèques au médicament, mais ils peuvent aussi être évitables si le médicament est utilisé dans les bonnes conditions. Donc nous avons tous un rôle à jouer, et donc je passe la parole à Camille, qui va vous remettre la pharmacovigilance dans un contexte légal. Voilà, bonjour et merci Sonia. Donc effectivement, la pharmacovigilance s'inscrit dans un contexte légal très strict et avant même d'entrer dans la description de ce cadre légal, je vais replacer même la pharmacovigilance dans son actualité. Donc on intervient aujourd'hui dans le cadre de la Med Safety Week, donc qui est une action de sensibilisation au niveau mondial sur toutes ces mesures de pharmacovigilance qui sont effectivement essentiel par rapport à un produit aussi particulier qu'est le médicament, et qui est donc un médicament qui représente un certain, dont la consommation représente un certain risque. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur la pharmacovigilance, mais d'une manière plus générale, la pharmacovigilance, donc c'est une mesure de management du risque qui est évidemment une activité essentielle dans le cadre de l'activité pharmaceutique. Et ce cadre juridique se resserre encore aujourd'hui pour l'industrie au vu de la récente proposition de directive en matière de product liability, qui va permettre qui va favoriser finalement les recours en cas de produits défectueux, en cas de dommages survenant à l'occasion de la consommation d'un produit pharmaceutique par exemple, et qui est donc pris avec extrêmement qui est pris très au sérieux par l'industrie aujourd'hui, puisque il faut anticiper une certaine augmentation des contentieux en la matière. Donc voilà, c'est simplement pour replacer la pharmacovigilance dans un contexte plus général de management du risque, d'autant plus dans un contexte juridique où le contentieux se resserre, le cadre juridique sur le contentieux se renforce en tout cas par rapport à la protection des consommateurs. Et donc, les points essentiels aujourd'hui dont nous allons discuter, c'est simplement de revenir sur la définition même, les objectifs de la pharmacovigilance, les différents acteurs. Anne-Cécile l'a évoqué tout à l'heure, la pharmacovigilance fonctionne sur la base d'une communication assez spontanée d'informations liées aux effets indésirables. Donc, différents acteurs sont impliqués, on va le voir tout à l'heure. Et puis, l'objectif de ce webinaire, c'est finalement de revenir sur les règles pratiques qui sont propres au Luxembourg et qui seront amplement détaillées par Anne-Cécile. Voilà. Merci. Donc sur cette slide, on voit le déroulé de cette présentation. Donc je vais très rapidement vous présenter le système national tel qu'il est organisé au Luxembourg aujourd'hui et les responsabilités de chacun. Puis placer le Luxembourg dans son contexte particulier et donc les défis que cela implique.
Et après, nous passerons sur des aspects pratiques, donc au niveau des requis nationaux, en particulier donc, sur la gestion de l'information, des communications de sécurité et du risque. Donc ça impacte d'une part l'étiquetage et la déclaration des effets indésirables, toutes les communications de sécurité et la partie minimisation des risques et les outils qui sont associés. Et alors, pour un petit peu balancer cette présentation très technique et très pratique sur ton quotidien, Camille va intervenir avec différentes définitions et commençons par la première. Alors voilà, on parle de pharmacovigilance aujourd'hui, donc on l'a vu, on est vraiment en train d'évaluer, on est dans un système de management des risques. L'objectif, c'est de surveiller la sécurité des médicaments et s'assurer que le rapport bénéfice-risque sur base de laquelle ce médicament a été autorisé à la commercialisation reste favorable, reste bénéfique. Donc c'est vraiment tout un corps de règles, tout un système qui va être décrit tout à l'heure, qui vise à surveiller cette balance. Et quels sont les acteurs que tu vois dans... Alors, les acteurs de ce système assez complexe sont évidemment dans un premier temps les États membres, donc, qui sont représentés aujourd'hui par Anne-Cécile pour ce qui concerne le Luxembourg. L'industrie, évidemment, est un acteur également majeur. Et puis, il ne faut pas oublier les patients, les associations de patients qui également doivent remonter les informations, notifier les effets indésirables, et les professionnels de santé. Donc, c'est vraiment le concours de tous ces acteurs qui doit œuvrer à créer un système efficace de pharmacovigilance. J'imagine que c'est fortement encadré. C'est évidemment fortement encadré. Le cadre juridique, donc, qui repose tout d'abord sur la directive européenne, qui elle-même fait découler à la charge des États membres un certain nombre d'obligations. Les États membres ont la charge de mettre en place à leur niveau un système de pharmacovigilance efficace. Et donc au Luxembourg, c'est le règlement grand-ducal de 1992 sur la commercialisation la mise sur le marché des médicaments. Et ce règlement grand-ducal est complété par des lignes directrices qu'on va détailler tout à l'heure, qui sont préparées par la direction de la santé. Et on rappellera également les bonnes pratiques en matière de pharmacovigilance qui sont développées au niveau de l'Agence européenne des médicaments. Donc on va beaucoup parler de ces États membres. Et alors, du Luxembourg et de la DPM. Voilà. Donc, les États membres, leur première responsabilité, c'est d'adopter et de mettre en place un système de pharmacovigilance. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le règlement de 1992 qui contient le socle de ce système de pharmacovigilance donc dans son contexte réglementaire. Donc, de manière concrète, c'est le ministère de la Santé et plus précisément la direction de la santé qui est en charge de recueillir, enfin on va détailler toutes les charges, toutes les obligations qui pèsent sur la direction de la santé dans ce contexte-là. Et voilà, Anne-Cécile nous détaillera, c'est fait en collaboration avec un centre régional de pharmacovigilance, ce qui est également prévu par la réglementation. Et donc les États membres, plus concrètement, donc, sont chargés de recueillir, analyser, traiter toutes les données qui leur sont remontées sur les effets indésirables, donc aussi bien dans le cadre d'une utilisation conforme et non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, tout ce qui concerne les mauvais usages, les abus des médicaments. Les États membres se mettent ensuite en liaison entre eux, reportent également à l'Agence européenne des médicaments. Ils surveillent les résultats des études des réductions des risques, qui sont prévus dans les plans de gestion des risques, on y reviendra tout à l'heure, évaluent les mises à jour du système de gestion des risques également. Et puis pour ce qui concerne le Luxembourg, il me semble important de relever que le ministre de la Santé a un pouvoir de sanction, celui de suspendre, retirer, modifier l'autorisation de mise sur le marché en cas de risque sur la santé. Et puis également noter que la direction de la santé, les pharmaciens inspecteurs de la direction de la santé disposent d'un pouvoir d'inspection également dans le contexte de la pharmacovigilance. Pouvoir d'inspection, ça nous amène tout simplement aux détenteurs d'autorisation de mise sur le marché. Donc le deuxième acteur de ce système, qui est donc également responsable de mettre en œuvre un système de pharmacovigilance efficace pour chaque médicament, de disposer d'une personne responsable qui doit être établie dans l'Union européenne avec une personne de référence au niveau national dont l'identité doit être communiquée à l'autorité compétente. Donc voilà, le titulaire d'AMM est chargé de surveiller les résultats des mesures de réduction des risques qui sont prévues dans son plan de gestion des risques. Il est responsable également de l'information au public. Donc ça, c'est un point qu'on détaillera
qu'on détaillera au cours de cette présentation. On détaillera assez largement l'information au public. C'est un outil central de ce système de pharmacovigilance. Et donc également préparer des rapports périodiques actualisés de sécurité. Donc on ne détaillera pas ce point aujourd'hui, c'est essentiellement en lien avec l'Agence européenne des médicaments. Mais c'est une des nombreuses obligations qui pèsent sur le titulaire d'AMM, ainsi que la notification des effets indésirables. Anne-Catherine, est-ce que tu peux un peu nous détailler au niveau local ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ça met bien le cadre donc, sur les diverses missions. Et donc, pour ce qui est de notre système national de pharmacovigilance et de ses responsabilités, donc, comme Camille l'a déjà mis en avant, donc, on va dire que l'autorité compétente en matière de pharmacovigilance aujourd'hui au Luxembourg, c'est la division de la pharmacie des médicaments de la direction de la santé, sous gouverne du ministère de la Santé. Donc, ce qui est important, c'est que nous travaillons de longue date déjà en collaboration avec le Centre régional de pharmacovigilance de Nancy. Donc, je détaillerai plus tard les missions, mais dans l'ensemble, ce sont eux, du fait de leur expertise médicale, qui traitent tous nos cas de pharmacovigilance, en tout cas qui mêlent les investigations, les documentent, analysent les codes et les déclarent dans la base de données européenne de pharmacovigilance, EudraVigilance. C'est une collaboration qui dure depuis longtemps et donc c'est un interlocuteur privilégié auprès du terrain, des professionnels de santé et des patients notamment, tout autant que la division de la pharmacie et des médicaments. Nous travaillons aussi en collaboration avec le Centre antipoison de Bruxelles et pour d'autres aspects de pharmacovigilance, nous travaillons avec un certain nombre d'experts externes. Donc pour ce qui est de la gestion de l'information, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois prête à confusion, le fait qu'il y ait l'ADPM au Luxembourg et le Centre régional de pharmacovigilance en France par rapport à la gestion des données, ça peut poser question. Néanmoins, c'est un travail qui se fait dans le cadre d'un contrat de coopération entre nos deux pays. Et donc qu'un cas de pharmacovigilance soit déclaré à l'ADPM ou au CRPV de Nancy, c'est comme une même entité. Dans tous les cas, nous échangeons quotidiennement sur les cas avec les équipes des deux côtés. Merci. Alors, en matière de responsabilité, qui est responsable de quoi ? Alors là, oui, il y avait des animations. Voilà. Donc, en termes de responsabilité, donc ça reprend un peu la slide de Camille qui avait présenté les différents acteurs. Et donc, j'ai remis ici, finalement, les obligations ou les possibilités en matière de déclaration pour ces différents acteurs. Donc, dans la législation luxembourgeoise, les médecins dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens déclarent, donc ont l'obligation en fait de déclarer les effets indésirables qu'ils suspectent d'être liés à un médicament donc à l'ADPM, autorité compétente. Les autres professionnels de santé, de même que les patients, ont eux tout à fait le droit de déclarer aussi un cas et il n'y aura pas de différence de fait lorsque nous recevons le cas. Tout cas est traité, aucun cas n'est éliminé et donc sera analysé et déclaré dans l'EudraVigilance. Et donc, au même titre que les autorités de santé, les industriels et donc titulaires d'AMM, je répète, donc ont l'obligation de disposer d'un système robuste de pharmacovigilance pour garantir la sécurité de leurs produits et donc de déclarer les cas qui pourraient ne pas être déclarés chez nous, mais déclarés chez eux dans cette même base EudraVigilance. Donc, vous voyez ici donc, l'organisation un petit peu plus en détail de la pharmacovigilance au sein de l'ADPM. Donc, en fait, il s'agit d'un pilier sécurité et bon usage des médicaments, donc, dont j'ai la responsabilité en tant que personne responsable de pharmacovigilance et aussi membre du PRAC. Donc pour ce qui est donc, dans la colonne de droite, donc, la gestion des cas de pharmacovigilance, elle est coordonnée par le Centre régional de Nancy, en collaboration avec nous. Et donc, au niveau de l'équipe de la DPM, tout collaborateur dans ses missions transverses doit pouvoir traiter un cas de pharmacovigilance et gérer toutes les interactions avec le Centre régional de Nancy. Par contre, il y a, donc comme il y a un certain nombre, les sujets sont vastes, il n'y a pas que la gestion des effets indésirables. Nous avons divisé le service en sous-piliers quelque part, avec des référents pour divers sujets. Donc,
principalement une personne référente pour le système de management de la qualité en pharmacovigilance, une personne responsable de la partie réglementaire, pharmacovigilance, et une personne référente pour tout ce qui est gestion des risques, donc sujet du jour, et donc la gestion notamment donc, des RMA et des DHPC. Que nous traiterons dans les slides suivantes. Voilà. À vous écouter toutes les deux, c'est un contexte tout à fait particulier. On entend le Centre antipoison de Bruxelles, le CRP de Nancy, la DPM. Donc, quels sont les défis dans un contexte aussi compliqué et particulier que vous voyez toutes les deux ? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que d'une part, nous appliquons la législation européenne. Néanmoins, le contexte particulier pour Luxembourg est que nous sommes un petit pays, et donc aussi un petit marché, qui se situe à la frontière de 3 grands pays. Et donc, cela a d'office un impact sur le système de pharmacovigilance et notamment sur les communications de sécurité et les activités de minimisation des risques. Donc, vous allez voir donc, par la suite, quand nous verrons les aspects plutôt pratiques, que nous devons être adaptables et rester flexibles tout en garantissant à la fois l'accès et la sécurité des médicaments pour les patients. Et cela ne peut se faire qu'à travers un échange aussi collaboratif entre les autorités de santé et les titulaires d'AMM qui sont responsables de la sécurité de leurs médicaments. Donc le premier impact, ça va être déjà l'étiquetage et le conditionnement des médicaments qui circulent sur le territoire luxembourgeois. Parce qu'aujourd'hui, aucun titulaire, et ça s'entend, ne propose un conditionnement spécifique pour le Luxembourg qui ne répond qu'aux exigences luxembourgeoises. Donc, les boîtes sur notre territoire ont toujours un pays de provenance. Donc, dans plus de 80% des cas, il s'agit de la Belgique. Puis, ça peut quand même être aussi l'Allemagne et la France, avec les impacts que ça aura, notamment au niveau linguistique, on y reviendra. Donc, nous avons un scope commun entre le Luxembourg et le pays de provenance. Nous avons d'ailleurs beaucoup d'échanges avec les autorités de santé des pays voisins et collaborons sur ces sujets. Et en miroir, finalement, il y a rarement une filiale luxembourgeoise du côté du titulaire d'AMM, donc c'est souvent une filiale Belux qui est responsable du système de pharmacovigilance pour le Luxembourg. Donc au niveau pratique, peut-être qu'on peut juste revenir sur la slide. Donc nous aurons en commun avec les pays voisins très souvent donc, l'information produit, la notice et le RCP, les communications de sécurité, donc les DHPC dont nous allons parler, et donc le plan de gestion des risques et les outils de minimisation de risques qui en découlent. Voilà. Donc nous passons sur les aspects pratiques. Et donc, tout d'abord, l'étiquetage et la déclaration des effets indésirables, qui est donc le premier élément quand même indispensable auquel il faut penser, parce que même si nous avons un scope commun, nous avons quand même certains requis pour le Luxembourg qu'il faut intégrer. On ne peut pas prendre tel quel le matériel en provenance des pays voisins. Donc, ce qui est important, c'est que donc, sur tous les éléments, et notamment l'information produit, figurent les contacts pour la notification des effets indésirables au Luxembourg. Donc, ici, la DPM et le Centre régional de Nancy. Et donc, pour être certain d'être à jour, il faut toujours consulter donc, le QRD template de l'EMA qui fournit les références pour tous les pays. Et donc les mentions exactes qui doivent figurer sur notice RCP, mais aussi sur les outils de minimisation des risques et sur les communications de sécurité. Et alors là, peut-être insister auprès des membres d'IML que la division de la pharmacie et des médicaments a changé les notifications à reprendre depuis quelques mois, où là, c'est le guichet.lu/pharmacovigilance qu'il faut indiquer et plus l'ancienne adresse de la DPM. Voilà, alors il y a une volonté par rapport à un certain nombre d'échanges justement que nous avons avec le terrain de simplifier, parce que nous sommes bien conscients que quand il faut ajouter quelque chose, parfois il y a un manque de place, ça peut être compliqué en termes de production, de conditionnement, de notice qui devient trop longue. Et c'est vrai que de faire figurer finalement 2 contacts avec les adresses, les numéros de téléphone et les boîtes mail, ça posait parfois problème. Notamment pour les outils de minimisation de risque comme les cartes patients qui sont petites. Et donc nous avons entendu ce point et donc nous avons simplifié
en renvoyant sur le site guichet.lu, où là, il y aura toutes les informations en détail d'adresse et de contact téléphonique, évidemment. C'est un pragmatisme que nous apprécions tous et pour lequel nous vous remercions. Je vous en prie. Non, mais c'est un peu l'objectif. Donc voilà, c'est que dans les deux sens, voilà, soyons pragmatiques. C'est un grand message aujourd'hui de la présentation, je pense. Voilà, et donc vous voyez ici, donc comment déclarer sur guichet.lu. Donc à la fois les professionnels de santé et les patients retrouveront un formulaire qui n'est pas obligatoire, mais qui est un support pour déclarer les cas de pharmacovigilance. Voilà, donc je repasse la main à Camille. Oui, donc pour introduire les outils spécifiques qui seront abordés par Anne-Cécile, comme on l'a dit, on n'a pas pu tout couvrir aujourd'hui, on s'est concentré sur les principaux outils. Donc la gestion des risques, qui est le thème dont nous discutons aujourd'hui, c'est tout d'abord un plan de gestion des risques qui est mis en place dès le dépôt du dossier d'AMM. Donc on l'a expliqué, il y a toute une série d'études qui est réalisée avant la commercialisation du médicament, avant son autorisation, et donc il y a un plan de gestion des risques qui est mis en place déjà avant même cette commercialisation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les mesures qui interviennent après cette commercialisation, qui font partie de cette gestion continue des risques. Et donc, on va parler plus en détail des mesures de minimisation des risques. Donc, il existe certaines mesures de routine qui sont détaillées dans l'ANOCIS ou le RCP. Mais aujourd'hui, on parlera essentiellement des mesures additionnelles de minimisation des risques. Et pour lesquels il faut suivre les lignes directrices de la direction de la santé, qui sont très spécifiques à deux outils, les DHPC, qui sont les communications directes aux professionnels de santé, ainsi que les RMA, qui sont le matériel éducationnel qui contiennent certaines mesures, donc ces fameuses mesures additionnelles de minimisation des risques. Et donc il est important de rappeler aujourd'hui, puisqu'on aborde essentiellement les règles pratiques, que toutes ces communications doivent être préalablement soumises à l'approbation de la DPM avant leur circulation au public ou aux professionnels de santé. Oui, tout à fait. Alors, point de vue DPM, ça donne... Oui, du point de vue DPM, donc pour les communications de sécurité et la minimisation des risques, on part à nouveau du contexte spécifique et des défis. Donc, je vous disais, pas de conditionnement spécifique pour le Luxembourg. Ça a un impact tout d'abord sur l'information produit, notice et RCP, qui est néanmoins le premier outil de minimisation de risque pour un médicament. Donc c'est une minimisation de routine, mais qui est quand même primordiale. Il est quand même très important que le patient et le professionnel de santé comprennent, disposent de cette information produit et qu'elle soit comprise. Donc dans la pratique, selon le pays de provenance, ce qui nous est proposé, et on verra entre ce qui nous est proposé et ce qu'on demande réellement, il peut y avoir parfois des écarts. Donc ce qui nous est proposé en général, donc c'est une notice patient en français et en allemand quand elle provient de la Belgique, en français uniquement pour la France et en allemand uniquement pour l'Allemagne. Donc c'est cette troisième option qui peut poser problème parce qu'une notice uniquement en allemand n'atteindra pas une majorité de la cible des patients au Luxembourg en termes de compréhension. Et c'est ce qui explique que 80% des médicaments qui sont en vente au Luxembourg proviennent de la Belgique. C'est finalement le schéma le plus simple. C'est le schéma plus simple, en tout cas probablement pour quand même le titulaire d'AMM, mais pas toujours. Ça dépend un petit peu de la commercialisation. Donc là, il y a d'autres impacts derrière qui jouent. Et pour nous aussi, et c'est vrai que donc je travaille aussi quotidiennement avec l'équipe responsable des autorisations de mise sur le marché au sein de la DPM. Et c'est vrai que donc au travers des échanges qu'ils ont et que nous avons avec les titulaires d'AMM, nous essayons au maximum, en expliquant aussi ceci, de leur faire déposer des demandes à partir du pays, à partir de la Belgique, pour tous ces impacts-là qui sont non négligeables.
Et il y a aussi tous les impacts logistiques, mais je pense que ce n'est pas la question aujourd'hui, mais je pense que ça va au-delà de cette notice multilingue. Il y a beaucoup de raisons, mais on devra se revoir sur ces points. Certainement, il y a beaucoup de sujets. Hein. Oui. Beaucoup de défis pour un petit pays comme le Luxembourg. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne pense au départ. Finalement, ça peut être parfois plus compliqué. On peut être plus agile sur certaines choses parce qu'on est plus petit, mais sur d'autres aspects, donc on voit aujourd'hui, finalement, c'est plus complexe que pour un grand pays. Oui, ce multilinguisme notamment. Voilà. Donc effectivement, donc nous sommes un pays multilingue et donc forcément, il y a des impacts, des exigences linguistiques à notre niveau. Nous essayons d'être pragmatiques, donc c'est ce que nous verrons ici. Néanmoins, il faut que les messages puissent passer. Donc, comme vous le savez, donc, le luxembourgeois, le français et l'allemand se côtoient dans la vie publique et quotidiennement. Et donc, c'est un point à considérer. Et donc le matériel qui est généralement soumis pour approbation à la DPM est donc celui du pays d'origine. Et dans certains cas, nous devons demander quand même des adaptations. Parce que pour être efficace, une communication, une information, et quand on va jusqu'à la minimisation du risque, mais c'est déjà l'information de base, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit comprise par une majorité de la population, et notamment des patients. Donc la langue, forcément, est capitale. Donc ce que nous demandons, donc ce que nous exigeons vraiment de manière systématique, c'est le français, pour tous les documents. Ça, c'est une condition sine qua non. L'allemand uniquement n'est pas accepté, ou en tout cas, il y a toujours des possibilités d'échanger selon le produit ou selon quelle va être la cible. Mais le requis, ça reste quand même le français à minima, ce qui n'est pas encore idéal. Donc pour les DHPC, donc on demande au minimum le français et si possible l'allemand. Et pour les RMA, donc ceux qui sont destinés aux professionnels de santé, c'est comme pour les DHPC, français à minima, idéalement allemand aussi. Et pour les patients, par contre, on demande les deux. Parce que si on n'a que le français, là aussi, on pénalise quand même un certain nombre de patients. On a quand même un risque qu'ils ne comprennent pas. Et dans une notice, on a quand même les précautions d'emploi, la liste des effets indésirables, la conduite à tenir en cas d'effets indésirables. Et ça, il faut quand même que ce soit compris. Parce que si ça pêche à ce niveau-là, le patient n'arrive même pas finalement jusqu'au professionnel de santé pour réduire un risque. Et comment cette flexibilité et adaptabilité se traduit au niveau de vos processus ? Parce que j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué aussi, ce pragmatisme à mettre en place au quotidien. Alors, vous allez voir que donc d'une part, donc nous avons pour clarifier tout ça et pour aider aussi nos interlocuteurs, donc qui sont les titulaires d'AMM, à aboutir à quelque chose qui sera efficace. Nous avons développé d'une part nos procédures internes pour arriver à une évaluation des dossiers qui soit plus harmonisée et juste, avec aussi un contrôle qualité en interne des documents, une vérification de l'exhaustivité des fichiers qui sont soumis. Et aussi qu'un système de tracking, de suivi des soumissions pour nous assurer que ce qui finalement va sortir est ce qui a été in fine validé chez nous. Et donc pour nos contacts externes, pour les titulaires d'AMM, nous avons développé des lignes directrices pour expliquer ce cadre et pour clarifier ce que nous souhaitons recevoir, quelles sont nos exigences. Donc que ce soit en termes de soumission, de contenu ou de langue. Donc sur cette slide, donc vous voyez que ce sont des copies d'écran, donc des lignes directrices qui sont disponibles en ligne. Donc ce sont des lignes directrices d'une part pour la soumission des DHPC et d'autre part pour les activités additionnelles de minimisation des risques qu'on appelle donc RMA. Le but étant d'optimiser les processus de soumission, d'examen et d'évaluation. Et nous nous sommes rendus compte, en tout cas, que parce que nous avions régulièrement des questions. Donc, s'il y a beaucoup de questions, c'est qu'il y a quelque chose à clarifier. Et depuis que nous avons publié ces lignes directrices, qui devront évoluer aussi, on est dans une démarche d'amélioration continue. On verra s'il y a d'autres choses à clarifier. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que déjà, il y avait moins d'aller-retour entre le titulaire d'AMM et la DPM pour un dossier complet et pour aboutir à une validation. Donc on a une efficacité qui a augmenté et donc on est satisfait à ce niveau-là et on espère
poursuivre sur les autres sujets. Poursuivre avec c'est des choses bénéfique très pour tout le monde, aussi bien pour la direction de la santé et la DPM qui voit sa charge de travail allégée. Puis ça renforce également la sécurité juridique et puis la possibilité de prévoir aussi de l'industrie, d'anticiper les règles qui seront applicables. Donc c'est effectivement et puis d'être toujours au fait des dernières évolutions de ces règles, parce que les cas amènent à des modifications, les modifications juridiques, etc., amènent aussi à des modifications de ces règles, et le fait qu'elles soient publiées et transparentes sur le site, sur un site qui est très clair pour l'industrie, je pense, aide aussi à la sécurité du patient. Oui, in fine, c'est quand même ça qui est notre objectif à tous. Donc, voilà, donc sur notre site santé.lu, pour la pharmacovigilance, donc nous avons un onglet maintenant qui est dédié aux informations pour les titulaires d'AMM. Nous y reviendrons. Et sur cette même page, il y a aussi donc, les informations plus grand public pour la déclaration des effets indésirables, les contacts des PM-CRPV, une FAQ sur la pharmacovigilance plus générale. Donc on travaille aussi un petit peu plus sur la sensibilisation pour stimuler la notification des erreurs médicamenteuses qui peuvent être avec ou sans effet indésirable, mais il est important qu'on soit notifié parce que ça peut avoir un impact chez nous et chez le titulaire aussi, si c'est lié à l'étiquetage, au packaging, qui peut être source d'erreur. C'est important donc qu'on soit informé. Donc voilà, ça on va le développer un petit peu plus, mais donc je donne une petite piste pour les prochaines fois. Et donc ici, c'est très petit, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a donc 3 grands sujets ou des lignes directrices d'informations qui sont disponibles pour les titulaires d'AMM sur la page dédiée. Et donc, il y a d'une part le mode de notification de la personne responsable de la pharmacovigilance dont parlait Camille au début de la présentation, les lignes directrices pour les DHPC et les lignes directrices pour les RMA. Donc, pour la personne responsable de pharmacovigilance, c'est assez simple. Il y a un formulaire disponible en ligne qui permet donc aux titulaires d'AMM de nous déclarer lorsque c'est un nouveau médicament, la personne responsable, ou lorsqu'il y a un changement, de nous déclarer le changement pour la personne responsable de la pharmacovigilance. Donc ça, c'est pour centraliser un petit peu, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que la déclaration se faisait finalement de manière non structurée par plusieurs voies de communication, et donc c'était pour un petit peu pour clarifier la soumission. Et là aussi, on voit qu'on a beaucoup plus de notifications maintenant qui arrivent. C'est une question qui me revient régulièrement. Vous préférez les emails, vous préférez la communication électronique à la communication papier pour ce qui est de cette partie? Oui, pour cette partie, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple pour nous en termes d'archivage, de suivi. Je pense que c'est rapide. Et on est sûr que c'est arrivé, oui. C'est une boîte, la boîte pharmacovigilance, c'est une boîte qui est monitorée quotidiennement par plusieurs personnes. Donc aussi, l'information arrive rapidement. Parfait. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les DHPC, donc c'est un outil de communication avec les professionnels de santé, qui trouve sa base légale au niveau européen, mais également au niveau national dans le règlement grand-ducal de 1992. Et donc, on insistera encore une fois sur les lignes directrices qui détaillent les conditions de forme, notamment à remplir, puisque ces communications au public sont soumises à l'approbation préalable obligatoire de la direction de la santé. Donc ces lignes directrices contiennent notamment les informations à fournir sur le produit, les raisons de cette communication aux professionnels de santé. Elles doivent contenir également un plan de communication détaillé, donc qui doit être adapté au contexte local. C'est assez et ça semble évident, mais il faut le rappeler. Et des règles de forme et de langue également qui répondent aussi au contexte local. Alors, quand on dit communication, on dit visuel. Et la DPM, vous avez mis en place un visuel sur cela. Et d'autres choses encore. Oui, effectivement, nous communiquons beaucoup au niveau de la DPM via des circulaires. Et donc, il nous a semblé important que les professionnels de santé puissent distinguer une information de sécurité d'une autre information. Donc, nous avons, comme vous voyez sur la droite, un nouveau logo maintenant pour flaguer les DHPC et les informations de sécurité de manière au sens large.
Donc voilà, je voulais rappeler donc un peu les définitions d'une communication. Les DHPC, donc c'est une communication par laquelle ce sont des informations de sécurité qui sont importantes. Donc on estime qu'il est nécessaire de faire soit un rappel ou une communication additionnelle, parce que pour le reste, tout est disponible dans l'information produit. Donc les objectifs de ces communications, c'est qu'on puisse s'adapter à certaines nouvelles pratiques, par exemple. Donc elles doivent être fournies au moment qui est opportun, avec des informations qui généralement sont nouvelles et qui doivent être fondées sur des preuves. Ça peut être lorsqu'il y a un impact sur des pratiques de soins de santé, ce sera pour faciliter ces changements. C'est aussi pour soutenir des comportements de minimisation des risques, parce que même quand on met en place des mesures de minimisation de risques, il faut qu'on soit au courant qu'elles existent et qu'il y a des actions à mener, une vigilance à avoir. Le but d'une DHPC aussi, c'est aussi de promouvoir l'utilisation rationnelle, sûre et efficace des médicaments. Donc, on l'a déjà dit, mais donc les communications de sécurité, ce ne sont pas des communications pour les patients, finalement. Ce sont des communications, comme son nom l'indique, pour les professionnels de santé. Donc c'est pour qu'ils soient alertes et informés des différents risques, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le médicament, mais qui leur permet de prendre des décisions éclairées au moment où ils veulent prescrire ou au moment où ils doivent délivrer, si c'est un pharmacien, le médicament, de s'assurer que pour un patient donné, avec les données qui sont disponibles et certains risques, qu'ils puissent évaluer si pour tel patient c'est adapté de prescrire ou non. C'est déjà beaucoup, mais il y a encore d'autres raisons de ces DHPC. Oui, donc dans la plupart des cas, donc on va dire que ce sont les points 2 et 3, donc c'est lorsqu'il s'agit de nouvelles informations importantes sur l'utilisation d'un médicament, donc une nouvelle contre-indication, des mises en garde importantes, des modifications de posologie, ou tout simplement un nouveau risque qui a été identifié. Mais ça peut être aussi suite à la suspension ou le retrait d'une AMM ou de pénurie de médicaments, parce que l'impact finalement au niveau sécurité, c'est qu'il peut ne pas y avoir d'alternative et des patients peuvent être à risque si le médicament n'est pas disponible. Donc là aussi finalement on a un impact sur la sécurité. Et s'il y a un défaut qualité aussi avéré pour un médicament, donc tant que le médicament n'a pas été pris, on n'est pas encore dans un potentiel effet indésirable, mais à partir du moment où il y a un défaut qualité et qu'un médicament est pris, cela peut générer des effets indésirables. Donc la DHPC, ça peut être aussi pour alerter sur un défaut. Merci beaucoup pour toutes ces explications, ce pragmatisme et ces règles. Mais alors en pratique, dans tous les formulaires qu'on doit vous rendre à la DPM, ça donne quoi ? Oui, alors donc je vais essayer de ne pas tout détailler. Je ne vais pas dire à l'oral toute la liste des documents qui doivent nous être fournis. Néanmoins, vous verrez donc sur les slides suivants, donc sur les prochaines slides, donc pour les DHPC d'abord, un extrait finalement des lignes directrices que les titulaires pourront consulter et où voilà, il sera très clair, ce sera comme une checklist de tous les éléments dont nous souhaitons disposer avant l'approbation et aussi après. Donc pour les documents, donc j'ai mis des petites croix rouges. Là, on va dire qu'on peut être encore dans une démarche d'amélioration, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui ne figurent pas systématiquement et qu'on doit redemander, notamment. Les titulaires d'AMM. Pardon ? Quand tu dis les titulaires d'AMM, voilà, dont ils disposent et qu'ils doivent nous fournir. Donc c'est vrai que ça manque dans certains cas. Donc malgré ces lignes directrices, il y a toujours des dossiers encore incomplets aujourd'hui. Oui, ça arrive. Alors, on est quand même, ça s'est énormément amélioré. On est vraiment on est sur la bonne voie. Ouais. Oui, on espère qu'au terme de ce Lunch and Learn, il y aura moins de croix rouges. Donc on verra, la prochaine fois, il y aura peut-être plus de croix ou plus beaucoup. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Parce que ce sont des documents obligatoires, c'est ça le message qui doit en ressortir, c'est que les documents exigés sont vraiment obligatoires en vue de l'approbation de la DHPC. Oui, ce sont vraiment des documents qui nous sont nécessaires pour évaluer et pour valider. Et c'est ce qui est demandé d'ailleurs dans les bonnes pratiques de pharmacovigilance relatives au DHPC ou aux outils de minimisation de risque. Donc
là, quelque part, on n'est pas sur quelque chose de spécifique au Luxembourg, mais on les demande et au moins, le but, c'est que ce soit clairement listé et que ça serve de checklist aussi pour le titulaire. J'ai passé le slide, est-ce que tu veux détailler ou... Oui, donc là ce sont les documents, donc ce qui manque souvent c'est quand même le type et le numéro de la procédure et aussi la désignation des produits avec leurs différents numéros d'AMM. Et donc, pour la partie plan de communication dont parlait Camille, donc il est important de nous fournir les délais aussi pour nous, quelque part, parce que pour les DHPC, il y a des délais qui sont en général assez courts, donc on doit savoir quels sont les délais qui souvent proviennent de l'Agence européenne du médicament, parce que c'est initié à ce niveau-là. Donc il nous faut les délais pour l'approbation et les objectifs pour la date de diffusion. Nous fournir donc ça peut générer certains échanges pour l'adapter justement au contexte luxembourgeois. Donc quels sont les groupes cibles qui doivent recevoir cette DHPC, les professionnels de santé et les spécialistes. Et ce qu'on doit souvent rappeler, c'est qu'il faut aussi penser aux associations et aux organisations. Donc par exemple les associations des médecins dentistes, pour certaines spécialités les sociétés, que ce soit de radiologie, voilà. Donc ça manque souvent. Nous fournir aussi le nombre approximatif des destinataires et puis comment le titulaire compte suivre l'efficacité de cette communication. Parfait. Et donc une fois que c'est validé, après dissémination, l'histoire n'est pas complètement, le dossier n'est pas complètement clôturé. Donc nous souhaitons recevoir la copie de la version finale. Quelque part, c'est la preuve que ce que nous avons validé a été transmis. Et aussi, voilà, donc ça c'est parfois un petit peu plus complexe, mais quand même, quand il y a il peut y avoir des actions spécifiques de suivi de l'efficacité, de la mesure ou de la communication. Donc ça, on aime aussi avoir un retour sur ce point. Et donc, j'ai mis sur la partie du bas les points à considérer, les points à retenir, surtout, et qui s'améliorent beaucoup. C'est que, donc c'est une DHPC qui généralement provient, qui a déjà été validée en général par le pays de provenance, souvent la Belgique. Néanmoins, elle est validée aussi chez nous et il ne faut pas oublier de mentionner dans le titre et au début de la DHPC que c'est une communication validée aussi avec les autorités luxembourgeoises, donc avec la DPM. Donc ça peut faire défaut. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand des professionnels de santé reçoivent une communication qui dit que c'est validé par l'autorité belge. C'est important qu'ils sachent que c'est validé aussi par l'autorité luxembourgeoise. Ne pas oublier non plus, lorsque c'est un médicament sur surveillance supplémentaire, que doit figurer le triangle noir inversé. Bien évidemment les coordonnées de contact pour la notification des effets indésirables, donc ça c'est très important que ce soit les nôtres et pas ceux de la Belgique, de la France ou de l'Allemagne. Et donc s'il y a plusieurs titulaires d'AMM et qu'il s'agit d'une DHPC commune, ce qui est important aussi c'est qu'il y ait un titulaire d'AMM coordinateur et qu'on ne reçoive pas finalement plusieurs versions pour une même problématique de divers titulaires. Ça c'est important aussi. Merci. Ici, on parle encore et toujours de la santé du patient, donc j'imagine qu'il y a une base légale très cadrée derrière tout ça, Camille. Il y a toujours une base légale, évidemment. Toute mesure, quand on parle de médicaments, on ne peut évidemment pas éviter de faire référence à tout le contexte réglementaire. Donc, pour aborder le sujet maintenant des RMA, donc des mesures de minimisation des risques, les bases légales sont toujours les mêmes, la directive européenne, le règlement de 1992, et avec toujours cette nécessité de coller au contexte local, donc se référer toujours, on ne le répétera pas assez, aux lignes directrices que la DPM a pris le soin d'élaborer, parce que toujours ces mêmes exigences en termes de plan de communication, de règles de forme, de langue, pour être sûr que la mesure sera efficace et atteindra le public visé. Alors, ces lignes. Oui, ces lignes directrices. Donc, elles se basent donc, sur les bonnes pratiques de pharmacovigilance. Et donc, ici, pour bien rappeler que dans les activités de minimisation de risque, il y a les activités de routine, qui ne sont pas directement le sujet d'aujourd'hui, et les activités de minimisation additionnelles, auxquelles nous allons passer. Donc, les RMA, ce sont des mesures de minimisation au-delà de la routine.
Donc la minimisation des risques, ce sont toutes les activités mises en place pour minimiser l'impact de problèmes de sécurité spécifiques sur la balance bénéfice-risque. Donc de manière générale, des RMA additionnels, ce sont des programmes d'éducation du patient ou du professionnel de santé. Donc c'est généralement du matériel éducatif qui vise à minimiser un risque important. Donc encore une fois, c'est un risque qui figurera dans le RCP, mais qui est considéré plus important que les autres. Et donc de maximiser le rapport bénéfice-risque. Ce qui est important, c'est que le contenu d'un RMA doit être aligné avec l'information produit. Donc ça ne doit pas être plus ou moins. Et c'est un ajout et pas une répétition de l'information qui est déjà dans le RCP. C'est de l'information additionnelle pour minimiser un risque. Donc il doit être essentiel, justifié et régulièrement révisé, parce qu'au bout de quelques années, on peut se rendre compte qu'un outil de minimisation de risque n'est finalement plus nécessaire ou qu'il n'est tout simplement pas efficace, donc pas adapté, et qu'il faut le réviser. Donc c'est très spécifique. Oui, exactement. Donc c'est spécifique à chaque médicament. Donc c'est une évaluation à faire au cas par cas. Il n'y a pas de meilleur outil qui correspondra à tout type de médicaments. Donc là, vous voyez la liste des grandes catégories qui sont utilisées aujourd'hui. Donc il y a le matériel éducationnel, pour lequel les groupes cibles peuvent être les prescripteurs ou les pharmaciens ou autres professionnels de santé, les patients, mais aussi les soignants ou les aidants. Le format, donc ça peut être sous forme de guide, de liste de contrôle, de formulaire, des programmes de formation aussi qui peuvent être interactifs, qui peuvent être en ligne, ça peut être aussi un site internet. Donc il y a tout un tas de formats possibles. Et pour les patients et les aidants ou soignants, ce sont souvent des guides. On voit souvent des cartes patients parce que voilà, c'est une petite carte qu'un patient peut avoir toujours avec lui et où il a les informations essentielles et les conduites à tenir en cas d'effets indésirables, en général graves, qui peuvent survenir avec le médicament. On a aussi beaucoup de matériel pour les médicaments tératogènes. Qui sont des programmes de prévention de la grossesse, parce que bien évidemment, un médicament qui est tératogène ne doit absolument pas être administré à une femme enceinte, certainement pas de façon intentionnelle et encore moins de façon accidentelle. Donc c'est le rôle du titulaire d'AMM de proposer un plan de gestion des risques qui bloque toute administration chez la femme enceinte, voilà, pour pas en arriver aux conséquences graves qu'on a connues pour certains médicaments comme le thalidomide par exemple. Donc dans les autres mesures possibles, donc il peut y avoir des systèmes de distribution contrôlés. Les DHPC sont un RMA, finalement, sont un outil de minimisation de risque. Et donc, au moment de l'AMM, on peut aussi mettre en place des programmes d'accès contrôlés, voilà, pour cadrer un petit peu plus la prescription et la distribution du produit, nous assurer qu'il sera utilisé en toute sécurité pour le patient. Et est-ce que vous avez mis des lignes directrices en place aussi pour la soumission de ces RMA ? Oui, on a fait pour les DHPC, donc on a fait aussi pour les RMA. Encore une fois, je ne vais pas tout redétailler. Format checklist. Et donc, au moment de la soumission, ce qui est important, c'est quand on nous soumet le matériel, c'est quand même qu'on ait un courrier, une cover letter, quelque chose qui nous explique le contexte et pourquoi il y a un RMA qui est mis en place. Donc, avec une description des matériels proposés, voilà, pour qu'on sache ce qu'on va évaluer finalement. Donc, quand il s'agit d'un médicament avec une nouvelle AMM, donc de nous donner aussi la date de lancement, parce que finalement le matériel il devra être disponible au moment du lancement, enfin prêt avant. Voilà, donc il y a un certain nombre de documents de référence à nous transmettre et de même que pour les DHPC, nous demandons une preuve de validation de l'outil qui en général découle de celui qui a été approuvé par l'autorité des pays voisins. Donc on demande une preuve de validation par l'autorité du pays de provenance. Parfait. Et donc, dans le cadre du dossier, je vais peut-être me focaliser sur les petites croix. Ça paraît assez évident, mais il est important de nous soumettre, d'un point de vue vraiment pratique, les documents en format Word, en suivi des modifications pour faciliter les échanges, parce qu'il peut y avoir plusieurs allers-retours et qu'on puisse bien suivre les changements qu'on a implémentés.
Et donc, c'est un peu l'équivalent des HPC pour la dissémination. Voilà, nous proposer le groupe cible, les moyens de dissémination. Donc, j'ai mis oubli des pharmacies entre parenthèses parce que c'est vrai que ça arrive quand même régulièrement que les titulaires d'AMM pensent aux médecins pour la diffusion des RMA, mais pas forcément aux pharmaciens. Et ça peut être une voie de distribution parfois assez simple et contrôlée, en fait, du matériel. Parfait. Voilà, et donc pour ce qui est du contenu du matériel éducationnel, donc nous avons nos contraintes linguistiques. De même que pour les DHPC, nous demandons à minima du français pour les professionnels de santé et pour les patients, nous insistons. Donc là, effectivement, ça peut être un petit peu plus conséquent s'il y a une traduction à faire, mais nous demandons à avoir une version française et une version allemande. Le triangle noir inversé à ne pas oublier, de même que les coordonnées nationales. Donc à faire figurer aussi sur tous ces documents. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec le format un peu raccourci, ça doit être plus simple aussi, entre guillemets, à caser sur le matériel. Donc on a notre matériel, il répond à tous vos critères. Et comment est-ce qu'on le dissémine, ce matériel ? Alors ça, c'est une question qui vient fréquemment, parce qu'on va aller parfois au plus simple. Donc les moyens de distribution, c'est soit classique format papier, courrier, email, parfois les deux. Quand il s'agit d'une première diffusion et non d'une réédition, on préfère quand même un courrier, un premier envoi physique en papier. Et puis par la suite, le matériel peut être donc avec une cover letter qui explique où les professionnels de santé peuvent aller télécharger ou se procurer du matériel additionnel. Donc la première fois, c'est quand même, il nous semble plus efficace en papier. Et quand est-ce qu'on fait tout ça ? Je suppose que tout est codifié là aussi. Oui, alors la plupart des autorités compétentes ont des délais avec des procédures strictes en termes de délai. On ne peut pas vraiment se le permettre au Luxembourg. Enfin, ça nous a paru compliqué et c'est là que on essaye d'être agile et flexible parce que la validation par le Luxembourg, par la DPM, arrive généralement après déjà une première étape de validation par la Belgique, la France ou l'Allemagne. Donc, disons qu'il y a déjà un petit peu de temps qui s'est écoulé avant que les dossiers arrivent chez nous. Donc, on essaye d'être pragmatique. Et donc, c'est vraiment là une collaboration, un échange pratique avec le titulaire d'AMM pour faire au mieux. Donc, le plus tôt, le mieux, bien évidemment. Et nous communiquons quand même aussi avec les autres autorités. Donc, s'il y a des questions par rapport à des choses que l'AFMPS aurait validées, par exemple, et qu'on souhaiterait modifier, on les contacte directement. Voilà, donc je me disperse un petit peu, mais donc le premier défi, c'est quand même pour nous d'être réactifs. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous qu'on nous donne des délais quand même à respecter par rapport aux dates de lancement notamment. Donc ça, c'est le défi numéro 2, c'est qu'il y a des dates de lancement différentes entre le Luxembourg et le pays de provenance et que et que le gap est important. Ça peut être plus compliqué aussi en termes de délai de validation. Donc, pour que vous puissiez vous situer un petit peu, on essaie d'évaluer la charge de travail. Voilà, combien de temps nous prend la validation d'un dossier RMA. Donc, en général, il y a déjà l'examen initial du dossier. Est-ce que le dossier est complet ? Est-ce qu'on a tout ce qu'on a demandé donc, dans les lignes directrices ? Donc, ça peut nous prendre entre 1 et 4 heures néanmoins, parce qu'il y a certains produits pour lesquels il y a beaucoup d'outils, où il y a plusieurs guides, un pour les patients, un pour les professionnels de santé, un pour les pharmaciens, s'il y a des vidéos à regarder, donc ça peut prendre quand même un certain temps. Puis, une fois que le dossier est complet, pareil, variable entre 1 à 3 jours complet, donc pour une personne. Et cela n'inclut pas les échanges avec les titulaires d'AMM. C'est pour ça qu'encore une fois, ces lignes directrices visent aussi à réduire les échanges pour qu'on soit efficace en termes de temps. Alors, beaucoup de pragmatisme, de règles établies, et quand on voit ces délais, quand on voit la charge de travail et qu'on connaît la taille de l'équipe derrière, on se demande comment vous y arrivez. On fait au mieux, mais c'est vrai qu'effectivement, ça demande d'optimiser au maximum les processus. C'est à ça que ça servent les procédures. Hein. Si on peut vous faire gagner du temps à travers ce lunch and learn, c'est tout ce qu'on souhaite, à vous aider à être plus
plus au fait encore par rapport aux patients et pouvoir aller plus vite et plus profondément dans certains dossiers encore. Voilà. Je crois que c'était assez complet, qu'on va arriver tout doucement aux conclusions, à moins que vous ayez encore d'autres points à ajouter. Moi, je retiens pragmatisme, bon sens, et puis compliqué avec un pays qui est dépendant de ses voisins, avec énormément de langues différentes, et donc des conclusions que je vais vous laisser tracer toutes les deux. Oui, donc effectivement, dépendance, et néanmoins, voilà, nous avons tous, au niveau des acteurs de santé en matière de pharmacovigilance, nous avons tous le même objectif, in fine, c'est de garantir la sécurité du patient, et ainsi que l'accès aux médicaments. Donc j'ai repris une phrase que j'aime bien, donc, qui résume assez bien, je pense, notre objectif, des bonnes pratiques de pharmacovigilance, donc le bon médicament, à la bonne dose, au bon moment, pour le bon patient. C'est ça l'objectif, en fait, des minimisations de risques et de la communication de sécurité. Donc, je dirais, morale de l'histoire, ce qu'on souhaite éviter, parce que c'est évitable et qu'on essaye de cadrer avec des lignes directrices, ce sont la multiplication des échanges, parce qu'un dossier a des problèmes de présentation, ne respecte pas les exigences réglementaires ou les exigences qui sont quand même bien listées dans les lignes directrices à présent. Je dirais maintenant, entre guillemets, il n'y a plus d'excuses. Donc, quand il manque des informations de base, le triangle noir, ou que le document présente des coquilles, des problèmes de traduction, ça, on aimerait bien qu'à présent, voilà, ça s'améliore. Et donc retenir, voilà, qu'il y a un défi d'adaptation au contexte national, qu'il est important pour nous, et donc on peut certainement s'améliorer encore beaucoup. Nous, en tant qu'autorité de santé, nous devons être clairs sur les exigences nationales, ça c'est notre rôle. Et puis après ça, donc c'est un échange collaboratif entre les autorités et le titulaire d'AMM pour s'adapter à ce contexte. Parfait. Donc, Camille, est-ce que tu veux conclure aussi pour ta part ? Moi, je pense que c'était très intéressant. On rappellera jamais assez toutes les spécificités du droit luxembourgeois en matière de médicaments, que ce soit en matière de prix, de remboursement ou de pharmacovigilance, donc qui était le thème d'aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on est passé vraiment dans les grandes lignes de ces défis qui sont propres au Luxembourg et qui donc nécessitent certaines règles particulières auxquelles il faut se plier, d'autant plus dans le cadre de la pharmacovigilance qui est l'outil qui vise à minimiser les risques associés aux médicaments. Donc c'est quand même un sujet particulièrement sérieux. Il me reste à vous remercier toutes les deux, attirer l'attention sur le dernier slide où nos coordonnées sont reprises, aussi des lignes où vous pouvez retrouver plus d'informations sur ce sujet. Cette présentation va se retrouver en ligne sur notre site, mais aussi sur notre page YouTube. Et moi, je dirais qu'on a énormément de chance d'avoir un dialogue aussi constructif avec les autorités. Et merci beaucoup, Anne-Cécile, pour cette participation, cette présentation. J'espère que la prochaine fois, il n'y aura que des V verts du côté de l'industrie. Merci, Camille, de rendre la législation moins barbare. Je fais de mon mieux. Et merci beaucoup encore. On vous retrouve pour les questions. Réponses. Voilà. Merci. Merci. Merci.